Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comme tous les autres d'ailleurs. On va parler d'économie sociale dans nos communautés, comment on peut éventuellement se soutenir grâce à l'économie sociale. Et en fait, juste pour commencer, je tenais à vous dire qu'au Québec, en tant que tel, il y a 11 000 entreprises en économie sociale. Et il y a également, ces entreprises, ils engagent plus de 200 000 personnes à travers la province. Puis les chiffres d'affaires de manière, pour toutes ces entreprises, c'est de 47 milliards de dollars. Fait que juste pour vous dire que l'économie sociale, c'est un chemin à prendre. On n'en parle pas assez souvent dans nos communautés. Et j'ai Will Prosper avec moi pour en parler, Katie et Harry. Alors, en fait, avant de commencer, j'aimerais ça que vous nous disiez, comme on le fait à chaque fois dans l'épisode, c'est quoi votre parcours personnel qui vous a amené éventuellement à créer vos organisations actuelles? Ladies first. J'ai laissé Will Prosper commencer en premier parce que c'est le seul qui a un nom de famille ce matin. C'est vrai, hein? C'est vrai, désolé. C'est juste, j'ai trop l'habitude de dire tout son nom complet, c'est pour ça. Allez, Will, commence. Ben, comment j'ai commencé par rapport à ça? Je pense que la première chose pour moi, c'est de grandir à Montréal-Nord, puis de voir l'impact des organismes communautaires qu'ils ont eu dans ma vie. D'avoir des intervenants, d'avoir un tournoi de basketball, puis on ne savait même pas que c'était un tournoi de basketball d'organisé par un organisme communautaire, puis d'y participer comme si c'était la seule fierté de notre quartier, parce qu'il n'y avait absolument rien d'autre. Puis là, on savait que c'était un endroit qu'on pouvait savoir que ça, c'est chez nous, c'est à la maison, alors qu'il y avait un environnement qui faisait en sorte que nous laissait savoir que c'était pas chez nous, continuellement, tu sais, que ça soit à l'école, que ça soit dans les parcs, que ça soit partout alentour de nous, que ça soit dans les rues, tu sais. Là, le tournoi, c'était notre espace, tu sais. Fait que moi, c'est de m'imbiber de ça. Puis un jour, je me suis dit, ben, ça va être à mon tour de faire ça aussi, parce que ce que je vois souvent, c'est des gens qui grandissent dans des communautés où est-ce qu'il y a des quartiers qu'on défavorise, donc je ne vais pas dire un quartier défavorisé, mais des quartiers qu'on appauvrit volontairement par le manque de décisions politiques, et ainsi de suite. Puis il y a des gens qui arrivent à avoir un certain niveau standard de vie, puis ils sortent de ces quartiers-là, ce qui est tout à fait normal. Et pour moi, je me disais, ben, il faut que je vienne me réinvestir dans la communauté pour voir les impacts qu'on pourrait avoir auprès de notre communauté, des jeunes, et de donner, si possiblement, des aspirations. Puis c'est comme ça qu'on a décidé justement de bâtir Hoodstock, qui est un organisme qui a commencé depuis 2009, suite à la mort de Freddy Villanueva. Puis aujourd'hui, on est rendu à 17 employés, bientôt à 21 employés, donc des employés qu'on veut mieux payer aussi dans le communautaire, parce que c'est un milieu qui n'est pas toujours facile d'un point de vue financier. Donc, on veut augmenter les conditions, et ainsi de suite. Donc oui, effectivement, on essaie d'avoir un impact le plus possible dans la communauté, en sachant qu'il y a un manque flagrant de services, puis qu'on ne pourra pas régler tous les enjeux qu'il y a dans la communauté comme celle dans laquelle on travaille. Ah, c'est bien. Bravo. Vraiment. Surtout pour l'employabilité, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais l'économie sociale crée beaucoup d'emplois. Moi, je pense que en réfléchissant, avant que tu m'invites à l'émission, je réalise que je fais de l'économie sociale sans le savoir depuis très, très, très longtemps. Que ce soit en offrant mon temps à animer des émissions de radio sur des réseaux universitaires, communautaires, que ce soit en offrant un énorme rabais pour animer des événements de la communauté ou des événements qui touchent un aspect de notre réalité, ou que ce soit juste en offrant mes services, que ce soit en graphisme pour la table ronde du mois de l'histoire des Noirs ou mes espaces offerts à d'autres organismes. Je pense que tout mon ADN d'entrepreneur a été teinté d'économie sociale. J'ai compris très tôt que la plus grande gratification que tu peux avoir comme entrepreneur, c'est de voir en temps réel les résultats de ton travail dans la communauté, Absolument. de te sentir utile, puis d'être un vecteur de changement pour ta propre existence et celle des gens qui te ressemblent, qui te tiennent à cœur. J'ai réalisé que je parlais concrètement d'économie sociale
que j'ai été capable de le nommer, parce qu'avant, on le faisait. C'est juste que c'est comme un nouveau terme qui a été inventé, et je trouve que c'est très bien, parce qu'il faut nommer nos choses. actions, il faut les expliquer, il faut les décortiquer, parce que sinon, on les prend pour acquis et on les dévalorise. L'économie sociale, j'ai commencé à le nommer quand, dans ma vie professionnelle, j'ai été dérobée de tout. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu à vivre plusieurs carrefours. Puis c'est vraiment à travers ces carrefours-là, que ce soit un divorce ou le décès de mon ex-conjoint, c'est vraiment à travers ces carrefours-là que j'ai compris à quel point être au service de sa communauté, ça peut être un vecteur vraiment qui peut te relever quand tu es dans ton propre creux. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Quand tu n'as plus rien, il te reste encore à être au service. Et être au service, c'est reprendre contrôle de ton existence quand tu sens que tu perds le contrôle. Et moi, c'est mon histoire à moi. C'est comme ça que j'ai commencé à nommer et à aussi investir mon talent, mes ressources, ma créativité dans des entreprises qui avaient de fortes missions sociales. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise incorporée, boutique Espace Urbain, mais qui a une forte mission sociale. On est un carrefour, une référence, un endroit où bien des gens viennent se ressourcer. Et aussi, à travers mon travail d'engagement dans la communauté avec la Maison d'Haïti, j'ai créé mon organisme pour rendre tous mes efforts pérennes, parce que je monte des projets, je monte des structures, je forme des équipes, mais tout ça de façon complètement bénévole. Et j'ai compris que si je continuais à travailler de cette façon-là, non seulement j'allais m'épuiser, mais tout ce que j'ai pu articuler à travers ces équipes-là ne serait pas pérenne et pourrait même être oublié. Et c'est ce qui arrive avec plein d'autres actions qui ont été faites dans le passé dans nos différentes communautés afro-descendantes. Puis, c'est ça. Puis, j'ai le festival afro-urbain que je reconduis avec la Maison d'Haïti. Fait que c'est vraiment mes 3 plateformes où ce que je me mets, et je mets mes talents et mes services professionnels au service de ma communauté, mais ça me sert aussi. Je pense que c'est important de le dire. Il faut en garder un peu pour soi. Absolument. L'économie sociale, c'est pas s'appauvrir soi-même non plus. Là, et c'est ce qui fait que je vis bien de ça. Ouais, absolument. Puis le festival, c'est quand? C'est le 25, 26, 27 mars 2022, la 4e édition, l'édition anniversaire du 50e de la Maison d'Haïti. Excellent. Ça va être hybride. Nice. Ouais. J'ai hâte. Un seul site à retenir, festafrourbain.org. C'est génial. Harry. Pour moi, quand j'y pense, si je vais au début, c'est vraiment mes parents. Mon père est entrepreneur, c'était déjà dans mon ADN d'être entrepreneur. Et ma mère, elle a toujours été comme quelqu'un qui aidait les gens. Ma mère est infirmière. Quand tu combines un peu ces deux identités-là, j'ai vraiment pris comme le meilleur des deux. Et je crois aussi c'est comme notre condition aussi, c'est fait comme quand tu grandis puis que tu n'as vraiment pas beaucoup de choses, tu apprends comme à collaborer avec les gens autour de toi. Et non, sur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Et non, OK, toi, tu mets un peu de qu'est-ce que tu as, moi, je mets un peu de qu'est-ce que j'ai, puis on figure out notre repas de la journée dans le sens. Ouais, ça me rappelle le secondaire aussi. Quand on faisait avec nos amis, on passait les $2 là, pour acheter la poutine, puis on mangeait une poutine ensemble. Ouais, 100%. Puis quand tu réalises que, exemple, t'as pas certaines choses, comme tu vas à l'école, t'as pas les mêmes vêtements que, exemple, certains avec tes camarades de classe, tu regardes la télévision, tu vois des annonces, tu veux des choses, tu peux pas les avoir. Fait que là, tu commences à un peu comprendre ta condition économique avant même que tu puisses comprendre le concept de l'argent. Et après ça, tu commences à regarder tes parents, comment que eux ils agissent. C'est quoi leur relation, eux, avec l'argent et tout. Et donc, depuis le début, depuis que je suis jeune, j'ai toujours comme vu cette relation-là entre les êtres humains et l'argent, puis la relation que ça a sur ton bien-être. Et fast forward, j'ai toujours voulu aider comme toutes les gens autour de moi, parce qu'on a été dans la même condition. Comme ça, on n'a pas beaucoup,
On veut être bien, on veut pouvoir avoir les mêmes choses que toutes les autres personnes ont dans la société, mais on n'a pas beaucoup d'avenues pour pouvoir se permettre ces choses-là. So, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été comme une porte de sortie où est-ce que j'ai pu apprendre à utiliser mon savoir-faire, ma propre créativité pour pouvoir, améliorer ma situation économique. Puis pour rentrer plus comme en détail, moi, c'est vraiment plus quand on a commencé à intégrer le monde de la mode en tant qu'entrepreneur en faisant des boutiques éphémères. Et de nature, ce qu'on voulait faire, c'est que c'était juste de supporter des fashion designers. Parce que dans ce temps-là, c'était vraiment difficile pour eux de, comme exemple, vendre leurs magasins, vendre leurs vêtements dans des magasins ou de même connecter à une clientèle. So, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment comment on arrivait à supporter ces designers-là dans la commercialisation de leurs produits et tout. Puis on a toujours eu un sens du communautaire, dans le sens que comme de bâtir une communauté de personnes ou bâtir ou répondre à des besoins de personnes. So, mais quand on est rentré, quand on a passé des boutiques éphémères, on a ouvert une boutique de vêtements, puis quand on est vraiment rentré dans l'industrie de la mode, c'était la première fois qu'on était dans une industrie en tant qu'entrepreneur, puis c'est là qu'on a vu c'était quoi vraiment comme l'autre côté de la société, où est-ce que c'est là pour la première fois que j'ai vraiment su que comme, OK, toi, t'es noir pour de vrai. Comme t'es pas juste un entrepreneur, t'es un entrepreneur et t'es noir parce que il y a plein de choses qu'on a vécues qui étaient comme littéralement avec du racisme systémique, discrimination, toutes les choses qu'on a, les termes qu'on a aujourd'hui qu'on utilise. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment un vocabulaire pour ça, comme en 2013, 2014, 2015. Là, maintenant, c'est la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui est comme très populaire et tout, mais dans ce temps-là, comme ils s'en foutaient de ces choses-là. Fait que nous, c'était vraiment difficile pour nous de naviguer à travers tout ça. Parce que on n'arrivait pas à avoir accès à certaines ressources qui nous permettraient de développer une entreprise qui a du succès. Donc, on a dû tout faire par nous-mêmes. I had to come out of pocket for everything. Près de 75 000 $ que j'ai dû mettre de mes propres poches pour ça. Moi, je pensais que c'était normal. Mais quand je commençais à parler avec d'autres entrepreneurs, exemple des entrepreneurs blancs, ils allaient me dire comme « Oh non, moi j'ai reçu un prêt, moi j'ai reçu une subvention, moi j'ai reçu une bourse. » Puis quand je leur explique que moi j'ai mis tout mon argent dans ça, ils me regardent comme si « Toi, t'es fou, toi. » Parce que l'idée, c'est, je veux dire, si tu crées une entreprise, c'est d'éviter de mettre ton argent dès le départ. Ton argent, il doit être juste là pour dire aux gens qui vont te prêter de l'argent, t'inquiète pas, j'ai de l'argent au cas où quelque chose arrive, mais tu ne le mets pas nécessairement à 100% dans la business pour, tu sais, je veux dire, pour créer de la richesse comme ça, quoi. Il y a des prêteurs qui existent pour ça, puis l'idée, c'est de leur dire, écoute, j'ai ça, mais je veux ça. C'est ça, parce que quand c'est le temps de comme raise capital pour ton projet, si tu investis all of your life savings into this, ou tout ton argent littéralement, mais là, tu n'as plus d'argent pour survivre. Exact. Mais en fait, la raison, encore une fois, pour qu'on est rentré vraiment dans cette industrie-là, si on peut l'appeler ça comme ça, c'est avec tout ce qu'on vivait dans l'industrie de la mode, les injustices qu'on vivait, mais en même temps, on était devenu je pourrais dire, une source d'inspiration pour la communauté, pour notre communauté. Comme nous, on était placés à Villeray-Beaubien. Ça, c'est comme le coin que je viens. Et quand les gens venaient puis ils regardaient la boutique, pour eux, c'était comme... J'avais jamais vu comme... Je savais même pas que c'était possible que deux jeunes entrepreneurs noirs aient une boutique de vêtements. Donc là, pour eux, c'était comme un indicateur que tu peux réaliser ton rêve. Puis quand j'ai vu cet impact-là qu'on avait sur les gens, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Parce que comme, qu'est-ce que moi, je pensais qui était normal pour moi, comme exemple. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui est déterminant. Quand je veux quelque chose, comme j'y vais, puis je laisse personne me dire que je peux pas le faire. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a le même mindset. Pour plusieurs raisons qui sont vraiment normales, mais ce que je voulais faire, c'était vraiment comme inspirer les gens à dire comme, non, peu importe ta condition, tu peux pas laisser de la société te dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Ça, c'est clair. So pour nous, c'était vraiment important de créer un changement dans la communauté puis dans la société parce qu'on voyait que comme trop de jeunes noirs qui avaient des rêves, ils n'étaient pas en mesure de les réaliser à cause de leurs conditions. So Never Was Average est parti de là.
parce que de l'exclusion qu'on vivait dans la mode, mais en même temps, on vivait comme on avait comme un sentiment d'appartenance avec notre communauté qui était vraiment fort. Fait qu'on a dit, OK, mais comment on combine ces deux choses-là pour créer un réel changement dans la société? C'est de là vraiment que comme tout ça, c'est parti au début. Puis quand je regarde en arrière, je vois vraiment que depuis le début, comme community building, ça a toujours fait partie de notre ADN. Ouais. Comme on donne toujours aux autres avant qu'on donne à nous. Ouais. Par contre, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu Never Was Average, vous faites quoi exactement? Tu vois? Never Was Average, on fait beaucoup de choses. Puis je trouve que l'évolution de Never Was Average est vraiment importante. Parce que quand on a débuté, on a commencé, on était dans la boutique de vêtements, on était en mode. So, avec qu'est-ce qu'on vivait, c'était important pour nous d'exprimer ce qu'on vivait, puis d'amener de la représentation en même temps. Dans ce temps-là, on ne savait pas que ça voulait dire représentation. Tout ce qu'on voulait, c'était juste montrer des images comme de qu'est-ce qui se passait réellement. Un, pour montrer les injustices qu'on vivait dans la mode, mais deux, pour inspirer la communauté. Puis ce qu'on voulait commencer à faire, c'est un documentaire pour montrer tout ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, on a eu des problèmes, puis on a dû fermer la boutique. So, quand on a fermé la boutique, on était vraiment comme, we were going through it. Comme je te parle de vraiment comme, quand tu perds une entreprise, c'est comme littéralement comme si tu perdais quelqu'un. Ouais. You know, tu es en dépression, tu sais plus quoi faire. T'es comme, tout le monde te regarde comme, ouais, je t'avais dit que tu allais échouer. Tu comprends? Puis, mais en même temps, nous, on voulait quand même, je pense que comme c'est à ce moment-là qu'on a vraiment connecté à notre higher purpose. So, on a dit, on va pas lâcher. So, on a décidé que comme, OK, Never Was Average, ça allait être quoi? Ça allait être une plateforme où on allait pouvoir se donner des connaissances entre communautés. So, si toi, tu sais quelque chose qui peut me empower comme personne, on va créer une plateforme, donc tu vas pouvoir la partager là. Ouais. Mais fast forward, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, maintenant, Never Was Average, qu'est-ce qu'on est? C'est vraiment comme, on est une maison de production. So, a production agency, a content studio, mais on est vraiment ancré dans la communauté parce qu'au début, quand on a commencé, je savais pas que comme on allait notre but, c'était vraiment de répondre directement aux besoins de la communauté puis d'aller directement faire de la recherche et du développement. Puis c'est en créant des liens directement avec les gens puis en les parlant à chaque mois, c'est là qu'on a figure out de quelle façon qu'on allait pouvoir répondre à leurs besoins. You know, so Never Was Average, à nos activités, c'est vraiment ça. On crée des conversations, on crée des expériences artistiques et culturelles et on fait de la production de contenu. Ouais, ça fait combien de temps que vous faites ça? On fait ça depuis 2017. Good. J'ai envie de te corriger sur quelque chose. La boutique a duré combien de temps? 3 ans et demi. Fait que c'était 3 ans de succès. Ouais. Non, définitivement. Je sais pas, parce que des fois, on est vite à utiliser le mot échec quand il n'y en a pas d'échec. Je comprends, mais je pense que pour moi, comme pourquoi c'est important de dire échec, c'est parce que les gens ont peur de l'échec. Puis la connotation souvent que le mot échec a, je trouve que moi, c'est important que les gens puissent comprendre que pour que tu puisses goûter au succès, il faut que tu vas passer à travers des échecs. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Il faut juste que tu apprends à travers ces moments-là. Donc, c'est pour ça que comme je veux jamais parler d'une façon comme si it was all flowers, comme si que tout ce qu'on fait, ça fonctionne toujours, puis qu'on n'a pas des moments qui sont comme plus difficiles que d'autres, you know? Comme on est comme n'importe quel entrepreneur, comme il y a plein de moments qui sont vraiment difficiles. Mais je pense que le plus important dans ce qu'on fait, c'est qu'on lâche pas. So, quand quelque chose ne fonctionne pas, on continue. Puis on essaie juste de se dire, OK, comment on s'assure de ne pas répéter. Exemple, si on a commis une erreur, comment on s'assure de ne pas répéter la même erreur? I feel you. Non, c'est parce que je trouve que souvent, on met beaucoup d'attention sur où ce que ça n'a pas fonctionné, quand pendant 3 ans, ça a vraiment super bien fonctionné pour vous, dans le sens que vous étiez en affaires. Yeah. Et non seulement ça, vous en avez inspiré tellement que vous n'êtes même pas au courant, là. Et pour moi, tout ça, c'est tellement plus un échec que le fait que vous ayez eu à fermer, mettre la clé dans la porte. En plus, ça a été une étape pour vous amener à Never Was Average. 100%. C'est juste, moi, dans mes oreilles, j'entends juste succès. C'est pour ça. Ouais, non, mais je te remercie beaucoup. Pour échouer, il faut avoir essayé aussi, tu vois. Fait que, c'est comme monter à vélo. Même après que tu sais monter, des fois, tu tombes, tu sais.
des fois, tu pédales mal, et ainsi de suite. Mais c'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Puis l'échec, c'est primordial, en fait. Si tu échoues pas, il n'y a pas vraiment moyen d'apprendre quoi que ce soit. Fait que, tu sais, Will, je voulais... Will. Toi, c'est quoi ton rapport avec l'économie sociale? J'ai appris, je crois, en 2013, 2014, que ça existait réellement. Puis, tu sais, j'étais impliqué à la Chambre de commerce à Laval, sur le comité de la relève qui est / la jeune chambre de commerce, on pourrait dire, à Laval. Puis, tu sais, on parlait beaucoup de ça, tu sais, parce que c'est des entreprises qu'on ne parle pas souvent d'eux, des organisations, on ne parle pas souvent d'eux. Puis, il y avait la coop fédérée, tu sais, comme qui est pris comme exemple, comme, tu sais, qui fait partie de l'économie sociale, quoi. Puis ces gens-là, ils brassent des milliards de dollars. Je veux dire, il y a des grandes entreprises à travers le monde qui sont des plus gros dans leurs industries. Je n'ai pas de nom présentement à vous dire. Festival de jazz, c'est ça, coopératif. C'est ça, c'est tout ça aussi, tu vois. Fait que je pense même le gala tout un show sur le festival de jazz. Je pense même le gala Dynastie aussi, c'est un organisme. C'est un organisme, fait que c'est une entreprise qui rentre dans l'économie sociale également. La Maison d'Haïti vient de se faire bâtir un nouveau bâtiment. Exactement, puis tous les gens qu'on engage à chaque fois, je ne l'ai pas dit pour rien la dernière fois, c'est 47 milliards de dollars que l'économie sociale brasse au Québec, juste au Québec. Fait que pas besoin de vous dire au Canada et à l'extérieur du monde en tant que tel. Fait que, mais mon lien avec ça, c'est le fait que j'avais été sensibilisé, tu vois. Puis de voir aussi beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui sont dans le milieu, un peu comme vous ici, tu vois. Puis il y en a beaucoup d'autres encore. Puis il y a beaucoup de... raison pour laquelle que je vais en parler, c'est qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de ressources, mais qu'on ne connaît pas dans nos communautés, tu vois. Puis l'idée aussi, c'est d'en parler, puis éventuellement, on va pouvoir les mettre dans les commentaires, en quelque sorte, à quelque part pour cet épisode. Mais l'idée, c'est d'en parler le plus possible, de faire savoir le plus possible dans nos communautés que c'est un avenue. C'est parce que tu as une idée que tu veux créer un organisme, tu te dis tu vas t'appauvrir. Non, pas du tout. Tu sais, tu peux créer ton emploi. Avec un organisme qui va aider d'autres personnes éventuellement, tu vois. Il y a moyen de trouver une façon de s'enrichir en tant que communauté dans l'économie sociale. Fait que c'est vraiment ça l'idée aussi, c'est d'en parler le plus possible, quoi. Fait que c'est ça. Puis souvent, l'autre chose aussi, c'est qu'on pense toujours de point de vue business comme entrepreneuriat direct, c'est ça qui crée des emplois, c'est ça qui crée des jobs. Puis quand tu regardes la réalité, c'est moi-même en tant que militant, tu sais, quand je regarde toutes les manifestations, parce que t'en parlais tantôt, Harry, tu sais, en 2016, on ne parlait pas de racisme systémique. C'est quelque chose qu'on n'aimait pas, tu sais. Et moi, avec d'autres personnes, on a parti un mouvement pour faire une consultation au Québec, une commission sur le racisme systémique. Alors que c'est un mot qui n'était pas utilisé, tu sais. Je me rappelle le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. C'est toujours pas accepté, on dirait, au Québec. C'est toujours pas accepté. On est d'accord, mais on le dit beaucoup plus, de manière beaucoup plus libérée. Puis même les partis politiques, même les médias, c'est beaucoup plus acceptable. Moi, en 2016, tu sais, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, il disait « Ben là, vous faites le procès des Québécois en parlant de racisme systémique. » Alors que c'était pas ça, c'est qu'on se disait qu'il y avait plus d'1 million de personnes qui sont issues des communautés qu'on racise, des communautés autochtones, qui sont appauvris par l'emploi, qui sont appauvris par les conditions économiques dans les quartiers dans lesquels ils vont vivre, qui ne vont pas recevoir les mêmes services dans les hôpitaux, comme Joyce et Chacuan. Le traitement de la police aussi, envers les jeunes aussi, fait en sorte qu'on surcriminalise surtout les jeunes des communautés noires. Et nous, on avait ce discours-là de dire, mais il faut absolument qu'on ait une commission pour regarder ces enjeux-là au sein du Québec, tu sais. Et ça fait en sorte que des entreprises comme Hydro-Québec ont pointé du doigt et dit « Ah, vous avez seulement 512 employés sur 10 000 qui sont issus des communautés qu'on raciste. C'est pas normal, il faut faire quelque chose. » Alors, on a commencé, sans le savoir, à faire de la création d'emplois parce que là, les entreprises ont commencé à se regarder puis se dire « Ah ouais, nous, on veut pas être pointé du doigt comme on pointe Hydro-Québec. » Alors qu'il y avait d'autres endroits comme la STM qui faisaient un excellent travail. Mais là, on faisait justement, on regarde le service de police, on regarde différents endroits, mais comme ça sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont issues des communautés qu'on racise. Fait que techniquement, même quand on militait pour parler de cette action-là, ben, indirectement, on créait beaucoup plus d'emplois que n'importe quel entrepreneur typique, businessman, et ainsi de suite. T'sais. Fait que c'est ça aussi l'économie sociale. Ouais, c'est justement de générer des inégalités. Pas de générer, mais c'est de parler des inégalités, puis dire, il y a des problèmes là, qu'est-ce qu'on fait pour les régler, puis essayer de changer cette société. En même temps, ça génère de la richesse en quelque sorte. Tu vois? Absolument, parce que plus que les communautés vont avoir de l'argent, plus qu'ils vont pouvoir participer à certaines actions aussi indirectement. Ben, ça contribue à distribuer la richesse de façon plus équitable. Partage de richesse. Partage de revenus, exact. Absolument. Puis, tu sais, comme vous disiez aussi, tu sais, moi, j'ai grandi dans une communauté qui était appauvrie, tu sais. Puis, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient très peu, qui donnaient beaucoup. Puis, quand tu regardes la société, il y a des gens qui
qui ont beaucoup, qui donnent très peu. Et ça, c'est justement de rééquilibrer justement ce passage-là, mais c'est aussi de t'apprendre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais chez des amis, puis il n'y avait rien. Je sais qu'il n'y avait rien dans leur frigo, mais il y avait toujours un plat devant moi. Même si eux, il n'y avait rien, ils disaient non, toi, tu fais partie de la famille. Et ça renforce le sentiment de famille. Fait que c'est des gens avec qui tu vas t'épauler, tu vas grandir avec eux, puis tu vas bâtir des choses par la suite aussi. Fait qu'on collectivement, on a la force du collectif pour essayer de bâtir des choses assez incroyables. Puis tu sais, quand tu passes par la Maison d'Haïti, 50 ans d'existence, est-ce qu'on imagine le nombre de personnes qui sont passées à travers la Maison d'Haïti? Non, j'en connais. Qui ont été touchées par ça, tu sais, le nombre de personnes qui ont passé par Never Was Average, puis qui ont été inspirées comme Kitty, tu le disais tantôt, là, tu sais, c'est comme quand tu as vu qui ont parti leur propre shop, ben toi, ça t'a inspiré aussi en même temps, non? Oui, on est tous reliés. On n'a vraiment pas... souvent, on ne réalise pas que ce qu'on fait pour nous-mêmes, ben, on est en train de donner une solution pour la situation de quelqu'un d'autre. Exactement. Vous ouvrez des Puis c'est portes vraiment aussi. dans le partage qu'on peut justement partager cette genre de richesse. La connaissance, c'est de la richesse. La créativité, c'est encore une plus grande richesse. Absolument. Fait que d'avoir des endroits où on peut échanger nos connaissances, stimuler notre créativité pour que nous-mêmes, on puisse solutionner nos propres situations, c'est ça, là. C'est ça, l'économie sociale. Ouais. Puis c'est aussi de faire en sorte que des gens se sentent de plus en plus concernés par ce qui arrive à des concitoyens. Même si quelqu'un n'est pas de carnation foncée, brune, peut se sentir concerné par la situation des familles immigrantes à Montréal. Mais si cette réalité, elle n'est pas verbalisée, nommée, partagée, puis c'est pour ça que je trouve que le travail de Woodstock est incroyable. Extraordinaire. Ben oui, parce que vous amenez vraiment cette réalité-là dans la face des voisins. Il y a des voisins qui ne savent même pas qu'est-ce que les autres vivent. Alors, moi, je trouve que c'est un outil plus puissant et fédérateur qu'on le pense, parce qu'on éduque les communautés, puis on fait en sorte qu'elles communiquent entre elles. Oui, absolument, absolument. Ouais. Absolument. Puis tu vois, comme Ketty, moi, le nombre de personnes qui me disent « Ah, Ketty, c'est comme c'est une mentor pour moi. » Puis ils t'en parlent pas, mais moi, tu sais, je suis au courant de tellement de choses qui sont mentionnées à ton égard. Puis même moi, quand j'écoutais la radio, Nuit Blanche dans le passé, ben, c'est une manière de transférer des informations, communiquer, puis de dire « Ah, voici, il y a tel album. Ah, OK, il y a cet album-là. Ben, moi, je vais aller l'acheter. C'est un album de nos communautés. » Fait que, tu sais, même des actions comme ça qu'on ne voit pas des fois, ben, ils ont un impact direct dans les poches de nos communautés. Puis c'est d'être solidaire, puis de se supporter les uns mutuellement, tu sais. Puis tu parlais aussi de Woodstock. Ben, tu m'as aidé plusieurs reprises par rapport à Woodstock dès le début, tu sais. Fait que ça fait un travail aussi qu'on se respecte, puis qu'on partage certaines choses. Et c'est tout le monde qui s'élève aussi en même temps, tu sais. Je regarde des actions qu'on a fait avec Woodstock. À titre d'exemple, ben nous, on a fait un comité de jeunes leaders. Tu as participé à ça, tu sais, Carlando. Il y a 2 autres personnes ici qui ont participé à ça, des gens de Montréal-Nord aussi, tu sais. Fait que moi, quand je vois ça, je fais comme... Je suis vraiment content parce que je vois où est-ce que les gens sont rendus. Puis là, je vois qu'ils sont derrière en train de diriger et puis de mener des grosses affaires, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Fait que tu sais, c'est toujours une fierté. Puis ça, ben, c'est la force de s'éduquer aussi collectivement. Je pense qu'il fait toute la différence. Puis dire que c'est possible. Ouais, 100% d'accord avec ça. Je trouve souvent que ce que les gens oublient souvent de parler, c'est que dans l'économie, il y a toujours une communauté qui est souvent oubliée. Puis comme quand tu parles de l'économie, genre en général, c'est les familles qui forment l'économie. Puis il y a plein de familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. You know? Puis souvent, c'est les communautés qui sont marginalisées. Ouais. Tu comprends? Puis comme ce qui arrive souvent, c'est que, comme Will a mentionné, c'est comme ils se retrouvent comme en bas de l'échelle. You know? Puis je trouve, pour moi, le but de l'économie sociale, c'est comment qu'on arrive à les empower, puis les mettre dans une position où ils sont en mesure de prendre soin de leur famille. You know? Et c'est pour ça que comme moi, présentement, comme moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment important par rapport à tout ça, parce que c'est un outil qui te permet de changer ta situation économique, puis que tu peux te responsabiliser par rapport à ça. Là, c'est sûr que il y a des défis qui viennent avec, parce que en tant qu'entrepreneur, comme le plus gros struggle que moi j'ai présentement en tant qu'entrepreneur noir, c'est le fait que j'ai pas accès aux mêmes ressources pour que je puisse développer mon entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. C'est vraiment l'accès au capital, l'accès à des propriétés, l'accès à de l'équipement, l'accès à l'information. Tout ça, c'est des choses qui sont pas accessibles.
Puis je trouve que si chaque entrepreneur était en mesure d'avoir ces ressources-là, il sera en mesure de prendre soin de leur famille correctement. Et par la suite, ces familles-là sont plus fortes, ce qui va faire en sorte que nos communautés sont plus fortes. Et je trouve qu'en termes de social economy, c'est de créer de la cohésion dans la communauté. Où est-ce que comme... présentement, parce que comme là, maintenant, on est dans la production, puis qu'est-ce que je vois, c'est que comme il y a beaucoup une approche comme compétition. Puis je trouve pour moi, social economy, mais spécialement pour les communautés comme marginalisées, comme les communautés noires, historiquement marginalisées, comme les communautés noires, par exemple, c'est comme, moi, j'essaie d'appliquer une mentalité où est-ce que we're not competing against each other. Parce que comme, le but, c'est qu'on puisse collaborer ensemble pour qu'on puisse prendre plus de part dans l'industrie. Absolument. Parce qu'on est déjà comme en bas, on est déjà comme, so, il faut qu'on puisse s'unir ensemble. So, je me dis toujours sur un point de vue individuel, sur un point de vue entreprise, c'est comment on arrive à créer des collaborations à la place d'avoir à compete. Puis c'est un peu ce que nous, on a fait avec Never Was Average. C'est que la collaboration, ça fait partie de notre ADN, c'est notre approche. So, on est toujours en train de collaborer avec tout le monde pour essayer de, les empower puis créer des opportunités pour eux. Puis aussi, c'est parce que on a réussi à créer un Blue Ocean, si je peux dire ça comme ça. Un Blue Ocean parce que si tu regardes, les industries présentement, elles sont saturées. Puis dès que tu rentres dans une industrie, là, tu te dis, OK, mais comment je vais arriver, exemple, à compete avec ce grand joueur-là, ce grand joueur-là? Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vraiment se concentrer sur la communauté. Et après ça, on va utiliser un peu notre approche pour créer notre propre marché. Parce que c'est pour ça, si tu regardes, on combine la culture, le bien-être, puis le communautaire ensemble. Absolument. Quelque chose que normalement, à la base, ne sont pas ensemble. Fait que là, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de créer une situation où est-ce que tu n'as pas besoin de compete pour build a sustainable business. Ouais. En fait, je voulais savoir, tu sais, on parle d'économie sociale et tout ça, je voulais savoir, c'est quoi vos défis dans cette industrie en tant que telle? C'est quoi les défis que vous avez dû surmonter et que vous surmontez présentement même, en fait? Je sais pas, Katie, tu peux commencer? Moi, je trouve ça super intéressant, la conversation, parce que ça me fait réfléchir, ça me force à nommer des dynamiques qu'on fait de façon comme spontanée, sans trop réfléchir. Tu sais, tout à l'heure, on parlait d'argent. Moi, je suis sur le terrain, j'ai la main à la pâte. Je ne suis pas derrière un écran en train de chercher des programmes de subvention. C'est ça le plus grand défi, c'est d'avoir le temps de faire tout ce qu'on doit faire pour que nos entreprises ou nos organismes soient pérennes, aient une gouvernance saine, qu'on soit à jour dans nos connaissances, dans nos actions. Les états financiers doivent être à jour. Je veux dire, c'est énormément de travail, là, tu sais. Mais c'est un travail qu'on n'a pas besoin de faire seul. Puis l'économie sociale, c'est pas juste l'argent dans notre compte en banque, c'est aussi les ressources humaines, c'est la créativité, c'est les espaces qu'on peut occuper, c'est le troc qu'on peut faire avec d'autres organismes, avec d'autres individus qui ont une idée similaire, une idée commune, des valeurs communes. Mais tout ça part de nous, de l'individu. Le défi, c'est de nous, en tant que leader, rester sain, rester équilibré, rester heureux, rester créatif, pas perdre le focus sur ce qu'on veut accomplir parce qu'on est tellement facilement distrait. Ça, c'est clair. Moi, mon grand défi, c'est moi. Parce que tout part de moi. Moi, je dois me garder in check. Moi, je dois faire en sorte que mes besoins de base soient comblés, que je puisse bien dormir, déjeuner, m'occuper de mes enfants, avoir du temps pour rêver, me projeter dans l'avenir. Cette étape de pouvoir rêver, elle est cruciale. On a besoin de temps, on a tous le même 24 heures. Ça, c'est clair. Moi, c'est ça mon défi. Ça, c'est clair. En tout Keep cas, myself in check. Exactement. Je pense que le défi, c'est aussi de ne pas toujours à chercher les financements qui existent, entre autres,
Puis Harry, tu disais le manque de ressources par rapport aux capitaux qui existent et tout ça. Je crois que l'une des choses qu'on va faire, c'est qu'on a un blog. Puis pour cet épisode, je crois que le blog va être dédié spécifiquement à énumérer tous les ressources existantes par rapport à l'économie sociale et même de comment on peut aller chercher les fonds en tant que tel. Puis je pense que ça va aider les gens qui écoutent. D'ailleurs, merci de m'avoir fait penser à ça. Je n'aurais pas pensé du tout à ça. Mais oui, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes défis que tu as eu à relever ou que tu es en train de relever présentement avec Woodstock? Ben, les défis sont continuels, mais je pense qu'il y a une chose que Ekiti et Harry ont mentionné, c'est qu'on a une grande force, nous, dans nos communautés. C'est que quand on voit un problème, on y va, on s'en fout. On y va à fond, là. On va s'investir sans forcément savoir qu'on peut aller chercher certaines ressources, mais on va y aller parce que ce qu'on voit, c'est trop problématique pour qu'on laisse les gens dans une certaine situation. Puis c'est en temps réel. Exact. Tu n'as pas le temps d'écrire une demande de subvention pour recevoir des sous qui vont peut-être arriver dans 12 mois quand tu as le problème qui se passe là, live. Ouais. Exact. Et ce qui fait en sorte que, tu sais, quand tu commences à être dans l'action, à créer certaines choses, ben, tu n'as pas le temps. Tu ne penses pas à partir un conseil d'administration, un organisme, à aller chercher un numéro de charité, de bienfaisance. Tu ne penses pas à aller chercher des subventions parce que tu dois régler ces enjeux-là dès maintenant. Moi, si j'essaie de conseiller les gens, de donner des conseils, c'est de voir qu'est-ce qui est accessible. Est-ce que tu vas parler avec PME Montréal? C'est quoi un conseil d'administration? Quelle formation tu peux avoir en lien avec ça? C'est quoi la différence entre économie sociale, organisme communautaire, entrepreneuriat privé, on pourrait dire? Parce que c'est toutes des choses qu'il faut que tu saches. Tu sais. OBNL, coopérative. Exact. Tout ce beau monde rentre dans l'économie sociale en quelque sorte, mais c'est vraiment... tu peux être un Inc. puis rentrer carrément dans l'économie sociale si ta mission reflète clairement... une mission sociale, puis que c'est prouvé réellement que tu t'impliques socialement en tant que tel. Mais grosso modo, on peut dire les entreprises à économie sociale, les OBNL, coopératives et toute autre chose en lien avec la société comme telle, quoi. Tout ça va... Puis c'est vraiment... J'aime que tu dis ça parce que nous on a struggle avec ça au début. Pour trouver ta définition. Parce que nous, on savait... nous, on connaît l'entrepreneuriat comme traditionnel. Exact. Tu vois, on passe d'une boutique, puis là, maintenant, on est en train d'essayer d'aider la communauté. Mais nous, on y va avec le mindset d'un entrepreneur. Mais tout le monde vient nous voir, nous approche et dit « Ah, vous êtes un organisme non lucratif ?» Je suis comme « Non. » honnêtement, je sais pas... Parce que toi, t'entends non lucratif. Exact. Je suis comme... Non, mais à ce moment-là... Money business. À ce moment-là, je vais dire rapidement, puis je vais laisser terminer ton point, mais c'est comme... à ce moment-là, je savais même pas c'était quoi, la définition réelle de comme un organisme à but non lucratif. Ça vous a pris combien de temps pour identifier? Honnêtement, un bon 1 an et demi. Parce que moi, je me retrouve dans ce que tu dis. Moi, ça m'a pris un bon 2 ans avant de savoir est-ce que c'est un Inc., est-ce que c'est une coopérative que je fais, est-ce que c'est une OBNL, est-ce que je reste enregistré, puis de voir aussi dans tes finances où ce que tu veux être, c'est quoi le meilleur chemin. Parce qu'au début, on n'avait pas de... We didn't have a business model in the beginning. Comme que tu as mentionné, c'était... On a vu un problème, on a vu y répondre. Puis je pense que c'est ça que, comme souvent, qui nous distingue un peu en tant qu'entrepreneur, c'est que nous, we're not going in there thinking that we're going to make a profit. Ou est-ce que, OK, traditionnellement, tu devrais faire une étude de marché, tu comprends? Puis là, par la suite, tu valides ton idée d'affaires, puis là, tu décides d'investir les ressources. But avec ce que nous, on fait, c'est vraiment communautaire. On essaie de sauver des vies, littéralement. On n'a pas le temps de comme, figure out. Nous, on voit les gens mourir. On n'a pas besoin d'un case study pour ça. Tu comprends? Nous, c'était procès-là qu'on a fait, puis c'est comme comment ça a été reçu par l'extérieur. C'est ça qui nous a commencé à nous demander, OK, mais wow, OK, là, c'est quoi on fait? Puis nous, notre but, c'était de figure out, ça allait être quoi le plus grand impact? De quelle façon on pourrait avoir un plus grand impact dans la communauté? Est-ce que c'est à travers un OBNL ou est-ce que c'est à travers une corporation? C'est le 1 an et demi qu'on a appris à vraiment figure out, OK, c'est quoi les deux dynamites, puis c'est quoi qui fait en sorte qu'il va nous donner le plus de pouvoir de faire ce qu'on veut réellement faire. Et pour nous, on est allé avec ce qui était le plus naturel pour nous, qui était l'entrepreneuriat, puis aussi également, comme tu as mentionné, on peut tellement agir maintenant, j'ai pas le temps d'attendre après une subvention, j'ai pas le temps d'attendre après comme, des demandes. Non, nous, on veut générer nos propres revenus pour qu'on puisse investir les revenus de la façon qu'on veut maintenant, aujourd'hui. Puis il y a une réalité aussi qui fait que quand tu demandes des subventions, de l'aide financière, tu as des comptes à rendre.
Et des fois, tu n'es pas dans cette dynamique-là. Ouais, Tu c'est sais exactement- qu'est-ce que tu as à faire. Exactement. Tu sais quel impact ça va avoir. Tu sais le time frame que tu as. Des fois, c'est juste plus simple de faire une levée de fonds ou juste demander un prêt, puis de faire ce que tu as à faire. Parce que de rendre des comptes, c'est aussi du temps à investir, à remplir des papiers. Exactement. Ben, en fait, tu sais, moi, ça fait quoi? 10 ans que je suis dans le milieu entrepreneurial, puis je comprends clairement ce que vous dites à 100%. Tu sais, par contre, je crois que on est dans un jeu, right? Je vais prendre ça l'exemple comme ça, c'est un jeu. Il faut savoir les règles du jeu. Je sais que, comment dire, en fait, ma question est plus que cette urgence en tant que telle, quand on voit l'urgence puis on veut le régler, mais on n'est pas nécessairement bien organisé pour le régler. Tu sais, on veut faire les choses correctement, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de notre santé mentale même, alors qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps, respirer, préparer et trouver les fonds et les gens nécessaires autour de nous pour pouvoir le faire en tant que tel. Un peu comme quand tu m'avais invité pour pouvoir siéger sur le CA. Fait que c'était du temps que tu avais consacré avant même d'aller de l'avant, tu vois. Parce que vraiment, réellement, je trouve que pour réellement aider, parce que oui, sincèrement, on a une urgence, mais on a toujours tendance à vouloir aider maintenant. Mais si on n'arrive pas à comprendre sur le long terme qu'est-ce qu'on va faire après, ben on risque d'avoir un burn-out en tant que tel. Puis je vois un peu, c'est à peu près ça qu'on parle, mais je crois que la structure est excessivement importante. Puis qu'on doit le comprendre. Moi, je pense que c'est encore plus important d'avoir cette conversation avec soi-même. Oui, absolument, absolument. Parce que tu peux vouloir aider ta communauté, puis toi, ton but, c'est de faire une levée de fonds, ramasser des livres, puis tu l'envoies, puis c'est fait, c'est ponctuel. Oui, absolument. Comme Est-ce que tu veux faire une action ponctuelle, une fois de temps en temps? Est-ce que tu veux investir ta carrière là-dedans? Exact. Est-ce que tu veux monter une structure pérenne? Je pense qu'il faut vraiment se questionner. Chaque action est bonne, chaque action est légitime. Exactement. Après, est-ce que c'est aligné avec toi, ce que tu as envie de déposer comme énergie et aussi de quelle façon tu veux orienter ta propre carrière? Ouais. Puis ça c'est la première question, c'est de voir est-ce que tu es prêt à investir ce temps-là aussi. Ça, c'est clair. Puis les impacts que ça peut avoir, tu sais. Moi, juste pour revenir un peu au point que je disais tantôt aussi, parce que tu parles d'un jeu, des fois, on se fait utiliser comme des pions dans le jeu. Là, absolument. Moi, je militais, je faisais des actions qui étaient incroyables, on arrivait à organiser des grosses manifs, des marches et ainsi de suite, tu sais. Puis je me rappelle, il y a un organisateur... Il y a un directeur d'un organisme communautaire qui a dit « Will, continuez à faire le travail, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Pendant que vous faites ce travail-là, nous, on va récolter l'argent par la suite. » Et la personne, tu sais, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme « OK, what's going on? » Parce que pour moi, c'était important, j'étais dans l'action. Je voulais juste m'assurer que les gens puissent comprendre c'est quoi les problématiques. Puis lui, il était comme « Yo, moi, je vais ramasser. » Puis là, j'ai fait comme « OK, je dois justement m'ajuster. » Puis tu sais, ça a pris un an et demi aussi pour voir comment vous trouvez un statut, tu sais. Je pense que la première chose à faire, c'est que dès que tu as une idée, dès que tu penses que tu es prêt à y aller, enregistrez-vous. Tout de suite, que ça soit un an. Puis moi, j'ai enregistrez-vous les deux façons. OSBL et autant, faites-le tout de suite, comme ça vous l'avez, parce que souvent dans les demandes de subvention, ils vont chercher à savoir, OK, combien d'années ont ces organismes-là. Exact. Et le 2 ans que tu as perdu, c'est 2 ans possibles de financement que tu dois travailler par la suite pour aller rechercher ce temps-là. Exact. Et ce 2 ans-là, souvent, c'est ce qu'ils demandent comme base pour avoir... Puis ça, c'est la connaissance en tant que telle que toi, tu as appris avec le temps. Puis j'imagine que maintenant que tu sais que tu t'es dit « Ah, peut-être que j'ai perdu beaucoup de temps également. » Mais c'est ça que je parle en tant que tel, c'est que peut-être des fois se donner ce temps-là, tu sais, oui, il y a des techniques, on s'enregistre à l'avance, ça coûte 35 ou 50 $, je crois, un truc comme ça, un Inc. et un OBNL. Puis entre-temps, tu te donnes le temps de t'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider dans ton CA, entre autres, de comprendre comment fonctionne un OBNL éventuellement si tu as envie de créer une OBNL. Puis quand on va passer à l'action, ben on va passer à l'action en étant plus solide, en étant plus solide. Puis c'est pas comme si on avait perdu 1 an et demi, 2 ans, comme Will disait en tant que tel. Puis beaucoup de bailleurs de fonds demandent « T'as combien d'années d'expérience ?» Fait qu'il y a tout ça aussi, je crois que le manque de connaissances, entre autres, peut-être nous aide pas trop, tu vois. Fait que l'idée, entre autres, de mettre le maximum d'informations dans notre blog. Oui, puis il y a aussi que l'information, elle n'est pas si... Non, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Elle n'est pas facile à trouver, là. C'est pas évident au début, pour moi, tout je le monde. pensais que c'était presque une secte, là, avoir un organisme, tellement c'est difficile de trouver la bonne information. C'est comme le step, là, 1 to 10, là, tu sais, clair, là. Absolument. Maintenant, ça commence à être plus facile à trouver, je pense, parce que aussi les communautés racisées commencent à occuper l'espace, à se sentir concernées par le plan d'affaires québécois, tu sais.
Moi, quand je grandissais ici, j'avais des parents qui ne rêvaient que de retourner dans leur pays d'origine, en Haïti. Fait que c'est sûr que ça affecte mon sentiment d'appartenance avec le territoire québécois. Ton sentiment d'appartenance fait aussi en sorte que tu te sens concerné à différents degrés là, l'implication n'est pas pareille, de ce qui se passe dans les communautés. Fait que je pense que c'est vraiment des étapes super importantes à passer à travers, de se sentir concerné par ce désir-là de s'installer dans ce territoire, faire une différence pour les gens qui nous ressemblent, pour soi-même, puis après de structurer ses efforts pour qu'ils soient pérennes et documentés. Je pense que tout se fait quand même dans un temps chronologique normal, tu sais, de l'intégration de communautés d'une génération après l'autre. Ouais. On est rendu là, puis c'est super bien qu'on en parle pour pouvoir continuer à accélérer et à approfondir les racines qu'on est en train de laisser à travers ces organismes qu'on crée. Oui, absolument. En plus, les personnes qui vont vouloir en créer, ils sauront où, ils sauront qui appeler aussi. Pour avoir des conseils, puis savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Comment ne pas perdre 2 ans, en fait, en quelque sorte. Puis, tu sais, ma prochaine question est, comment vous savez que votre entreprise est rentable socialement? Comment entreprise ou organisation est rentable socialement? Comment vous le savez? Comment vous êtes capable de, cette fameuse ROI, là, le retour sur investissement? Mais moi, je crois que c'est quelque chose que tu dois établir dès le début. C'est quoi le changement que tu veux créer, de un? Puis après ça, tu dois être en mesure de dire, OK, mais ce changement-là ressemblerait à quoi? Puis je pense que quand tu as une idée de c'est quoi ce changement-là, là, maintenant, tu peux créer des indicateurs qui vont t'aider à le mesurer et le quantifier aussi. Comme exemple, comme nous, en fait, la collection de data, c'est quelque chose qui fait partie de notre approche. Donc, ouais, on aime ça quand les gens nous disent que on est venu à une de vos conversations ou un de vos événements, puis ça m'a fait du bien, ou que j'ai aimé ça, j'ai appris ci ou ça. But, nous, on envoie des surveys, on track chacune de nos données aussi également, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit sur notre site web, puis on voit comment toutes ces informations-là, parce que ces informations-là racontent une histoire. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de déterminer quelles sont tes unités de mesure qui vont t'aider à mieux comprendre ton impact. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que les gens ne vont pas te dire, mais qui sont là. Absolument. Comme exemple, avec combien de tes collaborateurs ou tes fournisseurs, combien d'entre eux, exemple, sont de la communauté noire. Donc, comment que tu empowers les fournisseurs des compagnies, parce que la plupart du temps, c'est des compagnies ou c'est des freelances, des artistes, etc. Donc, tu es en mesure de mesurer ton impact par rapport à ça. Donc, je pense que c'est juste d'avoir une bonne idée de c'est quoi l'impact que tu vas avoir, de le décrire, puis ensuite de voir quelles unités de mesure que tu peux mettre de l'avant et utiliser pour savoir l'impact que tu as. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai toujours voulu à ce que pas juste les communautés afrodescendantes se sentent concernées par la réalité des citoyens issus des communautés afrodescendantes. Je ne sais pas si ça fait du sens. Non, ça fait du sens. Ça fait clairement du sens. De normaliser notre mode, notre nourriture, notre façon d'être, nos opinions, notre façon de s'exprimer. On est des citoyens canadiens, québécois, montréalais, pas de seconde zone, complètement citoyens, sachant qu'on est aussi dans un pays d'immigrants. Je t'ai entendu ce matin. Le Québécois de souche, pour moi, ça n'existe pas. Je t'ai entendu ce matin. Je suis autant Québécois de souche que quelqu'un qui vient de la Gaspésie. Je ne sais pas, là, en tout cas. Donc, moi, comment je mesure le succès par rapport à cette mission-là? C'est comme dans ma boutique Espace Urbain, qui est un hub qui accueille d'autres entrepreneurs créatifs dans un espace permanent pour revendre des produits d'inspiration afro-caribéen urbain. Ben, le fait que ce ne soit pas que des entrepreneurs afrodescendants qui ont des produits à vendre dans ce créneau-là, pour moi, c'est un énorme succès. Sur 120 partenaires, je dirais, j'en ai peut-être une quarantaine qui ne sont pas issus des communautés afrodescendantes. Ça veut dire que ça, c'est des personnes qui ne sont pas noires, pas issues de nos pays
et qui ont envie de vendre leurs produits sous un créneau afro-caribéen urbain. Absolument. Puis aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un énorme succès parce que ça change les mentalités, ça change aussi notre pouvoir économique. Le pouvoir économique, c'est aussi l'influence qu'on peut exercer sur plein d'aspects dans la société. Politique, éducation, santé. Donc, moi, c'est comme ça que je le calcule. Puis aussi, les autres plateformes que je crée, que ce soit le webmédia landeurbain.com, que ce soit le Festival afro-urbain, les acteurs, les gens qui sont intéressés, les festivaliers ou bien les gens qui visionnent nos vidéos, ce n'est pas que des afro-descendants. Donc, tu sais, ça démocratise les sujets qui sont directement reliés à notre qualité de vie, de santé, de bonheur. Puis ça fait en sorte que plein de gens se sentent concernés par notre existence. Oui, absolument. Moi, c'est comme ça que je le calcule. Puis, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je pense qu'il faut marteler nos messages puis continuer nos actions. C'est parfait, c'est excellent. Puis tu vois, pour nous, en tout cas pour moi, c'est de ne pas se travestir aussi. C'est de garder Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est de pouvoir garder notre audace, notre message revendicateur, politique, parce que c'est rare de voir des organismes justement qui arrivent à organiser des manifestations, qui arrivent à parler de racisme systémique, de lutter contre le sexisme, de se dire qu'on ne va pas se laisser forcément acheter parce qu'on a peur de perdre des fonds. Et quand on a peur de perdre des fonds, puis on change notre message, puis on est en train de diluer notre impact aussi. Absolument. Fait que nous, il faut qu'on essaie justement de poursuivre cette voie-là le plus possible. Tu sais, on va autant organiser des manifs qu'on va distribuer 17 000 plats à la Saint-Jean pour que les gens puissent se nourrir, autant qu'on va distribuer des portables pour la population, pour les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, tu sais, parce qu'il y a une fracture numérique, autant qu'on va faire des cours dans les écoles qui s'appellent « Outstop les violences sexuelles tu sais. Autant qu'il y a des projets qu'on est en train de mener, artistiques aussi auprès de la communauté, autant qu'on va faire un vidéoclip pour parler, comme recommencer, de parler des enjeux systémiques par rapport au Québec au grand complet, tu sais. Nous, on ne veut pas se limiter, tu sais. On veut continuer de rêver dans la limite de nos capacités le plus possible, puis de continuer à avoir un impact multiple un peu partout, où est-ce que beaucoup de personnes peuvent se voir et croire qu'avec notre audace, ben, c'est possible justement de faire cette différence-là. Fait que c'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre de l'avant. Fait que quand tu me dis c'est quoi l'outil qu'on mesure, je ne sais pas c'est quoi l'outil qu'on mesure, mais je sais qu'on continue d'essayer d'avoir le plus gros impact possible auprès de la population, pour pouvoir soit les aider, les accompagner, puis même de dire à des gens comme à Kernando, hey, tu sais, la CEDEC offre un programme où est-ce que tu peux être rémunéré, puis tu peux développer ton entreprise. Puis c'est une vraie histoire. Ouais, moi-même, j'ai suivi ce programme, tu sais, même après tout ce temps. J'ai tout de même suivi, puis j'ai tout de même réécrit un plan d'affaires de zéro pour s'assurer que j'ai bien compris ce que j'avais appris de manière pratico-pratique par moi-même. Fait que moi, c'est quand même extrêmement important. Puis j'aurais envie de rajouter une chose parce que il faut quand même que notre expérience de vie serve. Là, tu sais, j'approche la cinquantaine. Et moi, dans ma vie professionnelle, tu vois, la boutique, c'est ma 4e entreprise. J'avais déjà 2 entreprises avec mon ex-conjoint, une agence de communication et de marketing et un brand de top et accessoires. La première agence, c'était Make Media. La collection de top et accessoires, c'était Good Life Apparel. Et à travers les années en affaires, moi, j'ai remarqué une différence par rapport à la confiance qu'on s'accorde entre nous, issus des communautés afro-descendantes. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est magnifique de voir comment on collabore de façon saine, pérenne. On mélange notre argent ensemble. Juste le fait qu'à la boutique, j'ai 120 partenaires, des entreprises qui me font confiance, moi et mon équipe. Le fait que je vois sur ton set, ce ne sont que des afro-descendants à la caméra, au son, au clap, à la recherche. Et le studio appartient à un Haïtien aussi. C'est magnifique. Ouais, et ça, on ne le voyait pas ça. Même il y a 10 ans, hein, Will? Puis on voyait pas ça. Même on était méfiants de faire affaire ensemble. Fait que je trouve que ça, il faut vraiment le nommer parce que ça, il y a une grosse différence. Non, mais c'est énorme. On se parlait mal entre nous. C'est ça. puis moi, je regarde tout le monde qui est ici. On se décourageait de faire affaire ensemble. Exact. Ça, c'est clair.
Ça, je le sais. Ouais. Ça, c'est le fléau en Haïti en passant. Fait que, et aujourd'hui, c'est valorisé. On cherche à faire affaire ensemble, à mélanger notre argent ensemble. Et c'est ça qui va faire en sorte aussi qu'il va avoir un impact économique dans nos communautés. Le fait que ce dollar peut rester plus longtemps, là, plus longtemps entre nous, commencer à faire de l'intérêt. C'est tout ça, là. Absolument. Parce que moi, tu sais, je pense que ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, oui, ma famille et tout ça, mais il y a eu le fait que je me cherchais un emploi. Tu sais, je suis venu ici à 16 ans et demi. Tu sais, j'avais pas les connaissances, les fonds pour me partir en affaires comme je le fais présentement. Je cherchais un emploi, je n'arrivais pas à en trouver. Tu sais, j'avais toujours mon high top, le gros afro, j'adorais ça. J'ai toujours adoré garder mes cheveux. Je me disais même c'est à cause de mes cheveux que j'arrivais pas à trouver d'emploi, mais je les gardais tout de même parce qu'il y avait cette partie de moi qui me disait tu l'enlèveras pas pour personne, sauf pour toi, quand tu en as envie, tu vois. Puis le même emplacement où j'allais faire mes CV, à la maison des jeunes du coin, c'est là où tous les jeunes de l'école allaient faire leur CV. Puis tous les jeunes qui n'avaient pas d'emploi, c'était tous les jeunes immigrants, noirs, maghrébins. Mais tous les autres jeunes se trouvaient un emploi dans le quartier, même en dehors du quartier. Et nous, on n'arrivait pas à en trouver. Mais l'idée, entre autres, que ce que tu disais tantôt, c'est que plus qu'on crée de la business ensemble, plus qu'on crée de la valeur ensemble, et moins nos jeunes auront de difficulté à se trouver un emploi pour payer leur carte aux puces, pour faire des achats de base, comme tu le disais tantôt, Harry, parce qu'on va engager nos propres jeunes. Et c'est exactement ce qui se passe. Exactement. Et comme ça aussi, de moins en moins, nos jeunes iront dans une certaine délinquance en tant que telle parce qu'ils seront occupés à travailler pour acquérir ce qu'ils veulent acquérir. Regarde, ma fille, son premier emploi, elle s'occupe de librairie Racine. C'est magnifique. C'est pas magnifique comme premier emploi? J'ai des chairs de poule. Ça donne la chair de poule. Ouais, vraiment, j'aime ça. Parce que je crois que le Calando de 2010 qui serait maintenant, ici, en 2022, aurait plus de chances à se trouver un emploi maintenant qu'il y a en 2010, tu vois. Fait que l'idée de l'économie sociale, tout ça en fait partie. C'est qu'entre nous, on se donne des emplois. Entre nous, on n'a pas besoin que nos jeunes aillent, par exemple, dans les stages. Nombre de fois que les jeunes viennent vers moi puis qu'ils me disent « Calando, j'ai plus bien le choix. Il me reste 2 semaines pour trouver un stage. » Puis ils ne trouvent pas de stage. Puis toutes les communautés, les autres communautés en tant que telles. Puis c'est aussi ça, l'économie sociale. C'est être capable de se supporter no matter what, tu sais. Puis être capable de se supporter. Puis plus qu'on se supporte, je sais pas pourquoi je fais ça, là, mais bon, j'en parle comme... Ça touche. Exactement. Plus qu'on se supporte, mais plus qu'on va se créer une certaine richesse plus tard, puis on va devenir plus fort. Puis je suis content que tu en parles. Et aussi une confiance. Ouais, absolument. Une confiance collective, une confiance en notre communauté, nos capacités, notre capacité aussi d'occuper l'espace, d'aller là où on n'est pas attendu et de sentir qu'on est à sa place. Exactement. C'est ça. Puis quand tu regardes, nous, on est un organisme communautaire, mais tous les différents contrats qu'on va prendre. La propriétaire de notre building, où est-ce qu'on loue, c'est une personne haïtienne. Qu'on va faire imprimer, parce qu'on imprime beaucoup de trucs. On s'en va à GoPromo, qui sont encore une compagnie. Fait que c'est des entreprises privées qu'on va aller voir. Quand on achète les masques pour la distribution de masques qu'on a fait durant la pandémie, c'était toutes des entrepreneurs qui étaient issus des communautés afrodescendantes aussi. Toutes nos actions, quand on va chercher de la bouffe pour créer des événements, mais encore, on va y voir dans des gens qui sont en privé. Fait que c'est comme ça, un organisme communautaire qui est en train de générer un paquet de revenus pour les gens dans la communauté, beaucoup plus que d'autres personnes, en utilisant ces différentes ressources-là. Ouais. Et ça a un impact majeur dans l'économie pour l'ensemble des enfants qui vont grandir, qui vont avoir un parent qui a plus de succès ou qui a plus d'argent maintenant grâce à son entrepreneur. Mais ça vient aussi de l'entrepreneuriat social. Tu sais. Absolument. Et moi, je rajouterais aussi, c'est quand je regarde, même dans les films, parce que je fais des films dans la vie, tu parlais de documentaire justement à Harry, moi, quand je parle avec des gens, je dis, quand tu commences à écrire ton film, tu peux l'écrire, tu peux le faire, tu peux le produire au complet. Puis ça, c'est le réflexe qu'on va avoir. Moi, je ne ferai plus jamais ça, puis je ne vais pas recommander ça. C'est va chercher des fonds dans la calque. Tu vas aller chercher un montant d'argent de 20 000 assez rapidement pour pouvoir commencer à écrire ton film. Ouais. Ça prend 2 secondes, tu as 4 semaines, tu as une réponse, puis après ça, tu peux écrire, être payé pour écrire, développer ton film. Ça fait toute la différence. Parce que quand tu es payé pour écrire, ben là, ça veut dire que tu as une conscience, une paix d'esprit que d'autres personnes... un producteur indépendant qui va te payer aussi. Exact. Fait que, tu sais, puis c'est la même chose pour des entreprises. Tu sais, je te disais tantôt, la CEDEC, le Centre de développement économique, faisait ça, ils payaient les gens. Tu peux aller à Marguerite Bourgeois pour partir ton
ton entreprise. Fait qu'il faut qu'on utilise ces ressources-là. Absolument. Surtout que tu peux avoir du financement en plus qui va alléger justement ton coût, le temps que tu vas avoir, puis ta paix d'esprit que tu peux mettre. Absolument, absolument. Puis je le dis encore, le gouvernement du Québec, ils ont investi énormément d'argent ces 6-7 dernières années pour l'économie sociale. Fait que les gens, il ne faut pas hésiter. Comme je vous le dis encore, il y aura un blog par rapport à ça. On va mettre toutes les ressources nécessaires sur le blog. Mais avant de finir, j'aimerais savoir c'est quoi les ressources qui vous ont permis, qui ont permis à vos organisations d'être là où ils sont présentement. C'est parce que je fais référence au groupe 3737 qui ont vraiment aidé des organisations à but non lucratif, et même, je pourrais dire, dans l'économie sociale même, à trouver un peu de financement pour pouvoir, même des subventions, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop sûr, pour pouvoir mieux se structurer en tant que tel. Mais et vous aussi, comment vous avez trouvé les fonds ou les ressources, toutes sortes de ressources qui vous ont permis d'être là où vous êtes présentement, quoi? Katie, je te laisse aller. Ben, je vais faire un peu du millage sur ce que tu viens de dire. Moi, mon organisme est né vraiment à l'intérieur de la Maison d'Haïti. C'est la Maison d'Haïti qui m'a inspirée à structurer tous mes efforts pour qu'ils soient pérennes. J'ai mon web média qui existe depuis 2010 où aucune entité, là, enfin, je peux aller chercher des ressources pour le faire exploser. Et la même chose pour le festival. Le groupe 3737, c'est le premier organisme qui m'a permis d'avoir accès à une enveloppe de subvention pour la gouvernance de mon organisme. Et pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. D'autant plus que je t'ai dit que... Oui? Non, je vais pas te couper parce qu'il y a certains mots que plusieurs personnes vont écouter par rapport à gouvernance, CA. Fait qu'est-ce que tu pourrais juste dire un peu qu'est-ce que tu veux dire par gouvernance? Ben, j'ai reçu une subvention pour m'aider à structurer mon organisme. Comme que j'ai dit au début de notre entretien, moi, je suis une personne qui est sur le terrain. Donc, tout ce qui est paperasse, organisation, comme vraiment dans ce sens-là. Premièrement, je suis moins motivée, j'ai moins de ressources. Tout d'un coup, j'ai plus de temps. Fait que le fait d'avoir cette aide financière, ça me permet justement de réserver du temps pour pouvoir structurer l'organisme, travailler avec mon comité exécutif, travailler avec mon CA, trouver une comptable, un avocat. Tu sais, c'est tout ça, là, c'est super important pour la structure et la pérennité d'un organisme. Et ça coûte. Et le temps, c'est de l'argent. Fait que souvent, tu dois choisir entre travailler et faire cet argent-là pour te permettre de subsister ou mettre du temps à remplir des subventions. En tout cas, tu es toujours en train de choisir entre des actions crucial absolument, je comprends. pour l'existence de ton organisme. Alors, c'est ça, une subvention pour la gouvernance. Ça va me permettre justement de prendre une pause, à être toujours comme dans le day-to-day, puis de commencer à engager la personne qui projeter va pouvoir... le futur. Exactement. Voilà. Et ça, c'est énorme. Absolument, ça c'est clair, parce que tu auras une autre personne qui va s'occuper de ce côté que toi, tu n'es pas en mesure de le faire. Fait que l'autre personne va s'occuper à trouver du financement. Exactement. Puis ça aussi, ça allège beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille 30 heures semaine à faire que ça, trouver le financement nécessaire pour faire... Et le fait qu'on a pu obtenir une première enveloppe, ça nous permet aussi de voir que notre projet est intéressant. Il y a des organismes qui ont envie de nous supporter. Ça nous donne du courage. Puis ça gonfle nos rêves. Là, oui, absolument. Ça nous permet de rêver pour la suite des choses. Harry, tantôt, tu disais que tu avais, au départ, pour ton entreprise, tu avais dépensé 75 000 de tes poches. Maintenant, comment tu fais, je veux dire, comment tu fais maintenant, en fait, avec un Enver's Average? Toi et Johanna, d'ailleurs. Honnêtement, pour nous, on n'a eu aucune ressource. Je te dirais, pour moi, dans mon cœur, la plus grande ressource qu'on a eue, c'est la confiance de la communauté. Du fait que depuis le début, dès qu'on a commencé nos activités, ils ont eu un intérêt pour ce qu'on voulait mettre de l'avant. Puis à partir de là, on a pu bâtir cette social capital, juste cette communauté-là de personnes. Puis après ça, c'est vraiment nous qui on a juste investi sur les projets auxquels on croyait. Puis on s'est autofinancé de cette façon-là. Puis on a travaillé sur notre modèle d'affaires. Puis
On a généré nos revenus de cette façon-là. Bon, on n'a pas eu de bourse, on n'a pas eu de subvention, on n'a pas eu aucune ressource financière pour nous aider à monter notre entreprise. Il y a juste en 2021, on a gagné quelques concours, on a eu quelques subventions. C'était hier, là. On a gagné comme un concours au Conseil des arts de Montréal pour la murale qu'on avait fait. On a eu une bourse de TELUS puis de American Express. Ça, c'était bien après qu'on avait fait tout le travail, tu comprends? Fait que ça, c'était comme un bonus additionnel qui nous ont aidés aussi également. Mais à la base, on a toujours eu comme vraiment une mentalité comme vraiment indépendante parce que les couples de fois qu'on a essayé d'appliquer pour des subventions, on a été refusé. Ouais, ben, t'inquiète, on va se parler parce que je pense que moi-même aussi, j'avais beaucoup de cette difficulté-là jusqu'à temps que je rencontre une amie qui s'appelle Jamie Lafable. Je peux-tu faire partie de cette conversation? Oui, bien oui, absolument, absolument, parce que l'idée en tant que telle, moi, ce que j'ai compris rapidement, pas rapidement, là, trop tard peut-être, je dirais, mais que les concours, c'est un concours d'orthographe plus qu'autre chose. En tant qu'entrepreneur ou même, on écrit nos projets par rapport à ce qu'on pense être correct, puis on est comme, damn, le projet est solide. Mais on a un vocabulaire que les autres qui, normalement, lisent ça, qui ne comprennent pas nécessairement. Surtout quand on vient d'autres communautés, puis que notre produit ou notre service est pour notre communauté en tant que telle. Fait que mon ami, il a créé une entreprise qui s'appelle Redaxio. Fait que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide à écrire ton plan d'affaires. Elle t'aide aussi avec tes prévisions financières. Puis de cette manière-là, moi, j'ai gagné beaucoup de concours. Grâce à elle, j'ai gagné beaucoup de bourses aussi grâce à elle. Tu vois, des bourses que j'ai appliquées 2 fois, 100 personnes, juste moi-même, parce que ça prend beaucoup d'énergie, comme tu le dis. Puis j'ai gagné beaucoup de bourses, tout ça grâce à elle. Puis il y a la bourse Entreprendre ici qui sort bientôt. Je pense que l'inscription va être pour bientôt. C'est une bourse de 25 000 $. Je ne sais pas si vous avez déjà appliqué. Puis c'est une bourse. J'ai déjà appliqué. C'est une bourse de 25 000 $, mais moi, j'ai appliqué 2 fois, je n'ai jamais été pris jusqu'à temps qu'elle m'aide à remplir mes documents en tant que tel, puis pouvoir aller plus loin. Même Face également, c'est elle qui m'a aidé. Fait que, écoute, on en parlera plus amplement, mais ouais, absolument. Puis aussi, elle aussi, je mettrai ces infos dans le blog. Oui, elle. Good. Moi, la première chose, c'est tous les bénévoles qui ont aidé dans tout ce qu'on a fait. Autant de la personne qui va accueillir les gens une fois de temps en temps, autant de la personne qui va faire de l'infographie une fois de temps en temps. Et nous, on a eu la chance et l'honneur d'avoir un paquet de personnes qui ont aidé à contribuer à faire ce que Outstock est aujourd'hui. Je pense qu'on roulait pendant 6-7 ans. Puis c'était juste du travail de bénévolat complètement. Puis on arrivait à organiser des choses phénoménales. Mais ça brûle les gens aussi, parce que les gens, ils ont leur day-to-day. Puis de juste rouler avec des bénévoles, il faut un moment que tu fasses la switch. Et en 2017, on a fait une demande au Fonds d'investissement du rayonnement de Montréal pour un montant d'argent où est-ce que tu mets la moitié d'argent, puis eux, ils mettent l'autre moitié aussi. Puis on est allé chercher cet argent-là avec un organisme qui nous aidait aussi à écrire un peu le grant. Depuis ce jour-là, moi, tout ce que je fais, c'est d'écrire des grants continuellement, puis d'aller chercher des montants d'argent. Autant, il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, tu devrais aller checker » ou « Tu devrais connaître telle personne. » Et quand même, quand tu écris justement une demande de financement, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est lisez la demande. Tout est écrit dedans et reprenez les mots. Moi, je surligne chacun des mots-clés et avec ces mots-clés-là, je les remets dans mon projet, puis je le change selon l'endroit où est-ce que je vais déposer. Mais c'est vraiment chacun des mots, reprenez-le. Tout est écrit. Il y a même la grille d'évaluation sur laquelle ils vont se baser pour évaluer votre projet. Quand tu prends le temps de passer à travers ça, tu devrais être capable d'écrire ton projet. Tu le rebases complètement là-dessus parce que de toute façon, tu sais, à la fin de la journée, ils vont regarder si tu peux avoir le financement, mais ils regardent très rarement justement les impacts que tu vas avoir dans la communauté, et ainsi de suite. Je ne te dis pas qu'ils ne vont pas le regarder. Ouais. Je fais juste te dire que souvent, ils ne le regardent pas tant que ça. Et à ce moment-là, tu peux jouer avec ça. Fait que moi, depuis ce temps-là, les demandes de subvention, c'est rare que j'en ai pas des financements. Ouais. Dans l'écriture, donc on réussit à aller chercher quand même des montants assez impressionnants, mais moi je dirais que c'est la base de tout. Puis après ça, c'est des gens qui y travaillent parce que c'est des gens qui se donnent cœur et âme. Tu sais, les gens qui travaillent à Outstock présentement, chacun amène leurs idées, c'est un bouillonnement, c'est foisonnant, c'est vraiment intéressant. Ça fait en sorte qu'on a des projets qui ont un impact aussi parce qu'on se partage aussi à l'intérieur de l'organisme l'expertise, l'expérience que chacune des personnes vont amener selon leur niveau de vie. Donc ça, je trouve qu'on est capable de faire des choses qui sont assez géniales grâce à ça.
Puis voilà, tu sais, essayez de poser des questions aussi à des gens qui sont près de vous. Des fois, c'est juste d'envoyer un message. Moi, je suis débordé. Écrivez-le pareil. Mais mes messages, je reçois par jour, c'est 150 messages que je reçois en moyenne. Il ne faut pas s'attendre que je réponde à ça. Je n'ai pas quelqu'un qui vient m'accompagner pour répondre à mes messages, mais c'est 150, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, de personnes pratiquement différentes quand ça s'accumule à la fin de la semaine. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à gérer ça. Fait que moi, c'est ma prochaine étape, d'essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à gérer ça. C'est une opportunité pour quelqu'un. Il faut que j'écrive un... Ça serait intéressant, une demande de financement pour ça. C'est vrai. Exact. Mais c'est ça, c'est vraiment le conseil que je recommande à tout le monde. Puis de vous inscrire le plus tôt possible. Si vous avez une idée, faites-le, inscrivez-vous. Quand je regarde Juste pour rire, c'est un organisme qui est un OSBL, puis c'est un organisme for profit aussi. Ah, pourquoi? Parce qu'ils vont chercher autant des demandes de financement de ce côté-là, qui est pour le profit, que de l'autre côté. Ils vont chercher de la publicité avec les autres côtés. Partout. Et ça, il faut comprendre qu'on est capable de combiner les deux aussi quand on comprend la game. L'autre chose aussi, c'est un numéro de charité. C'est important parce que là, tu peux aller chercher de l'argent dans les fondations. Et là, on parle de milliards et de milliards de dollars. Et ça prend au moins un an facilement avant qu'on puisse être autorisé. Non, mais là, il faut faire un meeting pour partager les trucs. Absolument. Puis l'une des choses que j'ai appris aussi, c'est que avec si tu as une entreprise, tu donnes à un organisme, il y a deux manières de donner. Tu peux donner une commandite et tu peux donner un don avec un numéro de charité et tout ça. Puis il y en a un qui est beaucoup plus avantageux que l'autre. Puis très souvent, les gens donnent avec le don puis avec le numéro de charité, mais tu peux donner en commandite. Commandite, c'est encore plus avantageux parce que les gens peuvent aller chercher 100% de cet argent-là qu'ils ont donné en commandite en tant que tel, tu sais. Alors que si tu le donnes avec un numéro de charité, tu n'auras pas 100% de ce que tu as donné. Fait que, mais je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Parce que cette conversation est tellement... J'écoutais Will parler tantôt quand tu as dit qu'est-ce qui vous a beaucoup aidé. Oui, l'argent m'a aidé, mais l'argent, c'est tellement peu par rapport aux ressources humaines. Mes enfants, le fait qu'ils tolèrent une mère aussi occupée que moi. Je travaille beaucoup parce que j'aime travailler aussi et j'aime être au service. Puis ma famille qui me font à manger, mon staff, mes amis, tu sais, tout ça, là, comme souvent, on le prend pour acquis. Puis c'est vraiment quand tu l'as mentionné, comme tout de suite, j'ai dit l'argent, mais c'est tellement rien par rapport à tout le support que mes organismes, moi, mes familles recevons pour pouvoir continuer nos œuvres. Ça doit être mentionné. Absolument. Je ne sais pas, Harry, si tu voulais rajouter quelque chose de plus. Non, je suis définitivement d'accord avec ce qu'elle vient de mentionner. Je pense d'avoir des personnes solides autour de toi qui sont là pour te supporter. Je pense que tu sois dans le communautaire, que tu sois entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. C'est le numéro 1, quoi. C'est vraiment difficile. C'est dur sur ta tête, c'est dur sur ton cœur, c'est dur sur ton corps. C'est comme... les poules, c'est vraiment partout, là. C'est vraiment tough. So, tu as besoin de personnes autour de toi qui vont pouvoir t'aider à te ressourcer, qui vont pouvoir tu vas pouvoir feed de leur énergie positive et tout. Puis aussi t'aider à prendre soin de ton bien-être. You know? So, moi, je passe à travers ça là présentement. Parce que je me donne tellement que je néglige un peu ma propre personne. Puis là, je suis en train de changer juste mon comportement de je suis conscient que pour que je puisse mieux aider, il faut que je puisse être à ma pleine capacité. So, c'est facile à dire, mais c'est vraiment difficile à faire. C'est vraiment, surtout quand on commence de manière comme ça. So, je dirais définitivement, les personnes autour de moi, présentement, ils m'aident beaucoup. Puis ils me rappellent à quel point que le travail que je fais est important. So, je dirais ça aussi, définitivement. On a tellement de choses à dire, mais malheureusement, on va devoir couper. J'espère qu'on va pouvoir peut-être refaire un autre épisode là-dessus. C'est clé, ça, juste pour dire. Moi, je dirais aussi, c'est une passion, travailler dans le milieu communautaire, mais il faut avoir une autre passion. Pour sortir du milieu communautaire, notre tête, sortir de là. Moi, j'ai la chance d'avoir des films et d'autres choses sur lesquelles je travaille. Mais j'ai les arts visuels. Toi, t'as quoi? Moi, j'ai tout ce que tu viens de mentionner. You know, et ça, c'est la balance. Je vais vous prendre comme exemple. Il faut que je trouve autre chose. DJing, art visuel. Du sport, n'importe quoi. Là. Absolument. Voyager, la mode. Il faut se faire plaisir. C'est hyper important. Il faut être son meilleur ami, finalement. Oui, absolument. Il faut s'aimer un peu. Beaucoup. Merci énormément. Vraiment.
Gros merci à vous, toi. En fait, juste avant de finir, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut vous trouver. Admettons, si des gens ont des questions à vous poser ou même veulent vous suivre en tant que tel, suivre votre parcours. Harry, tu peux commencer. Je dirais aller sur le site web neverwasaverage.com. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Ensuite, si vous voulez me suivre personnellement, vous pouvez le faire sur Instagram à Harry Gilles-Miss, puis Facebook, puis LinkedIn aussi. C'est parfait. OK, moi j'en ai tellement à dire. Moi, j'essaie de garder ça court parce que, you know. Vous pouvez me suivre à travers la boutique Espace Urbain Montréal. Vous pouvez me suivre également à travers l'OBNL Union Urbaine, le Loft Espace Urbain, également mon collectif d'artistes dont je fais partie, le collectif Weekend, le Festival Afro-Urbain. Damn, Nelly, t'auras du travail à faire, là. Si vous voulez me suivre personnellement, vous pouvez me trouver sur Instagram à Kitty Antoine et la même chose sur Facebook. C'est excellent. Oui. Ben, on peut aller trouver les informations sur Woodstock, sur le site web de Woodstock, woodstock.ca, ou sur les différentes plateformes Instagram, Facebook. Puis pour moi, ben, le reste, c'est via Will Prosper aussi sur les différentes plateformes. T'as pas de TikTok? J'ai un TikTok aussi. Effectivement. Fait que c'est TikTok, c'est Will Prosper aussi, je pense, sur TikTok. Okay. Parfait. Encore une fois, merci. Merci énormément. Puis merci pour votre temps. Merci d'avoir partagé vos connaissances. Alors, merci. Merci de faire ça, Carlando. Plaisir. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.